Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 11 de ce Giro. On est à plus qu'à 10 étapes de l'arrivée. Bon, on est encore loin de l'arrivée. Pour les coureurs, une étape qui sera plus facile que la veille, ça c'est clair et net. Même si la première partie d'étape est un petit peu vallonnée quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote, comme d'habitude. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, les shorts sur YouTube. Vous avez également la possibilité de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur notification, plus ça met en avant la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc, plus ça lui permet d'être visible. Et je remercie les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les notifications. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Étape numéro 11, et bien après l'étape numéro 10, le lendemain de journée de repos qui n'était pas évidente, et ben là, pour certains, ça va être une journée très calme. C'est le genre d'étape où il faut toujours faire attention. C'est ce qu'on appelle typiquement les étapes de transition. Mais il faut toujours faire attention parce qu'on a l'impression comme ça que le parcours n'est pas très difficile. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous les dents et c'est le meilleur moyen de tomber. Pas avec une faute d'inattention parce que certes le parcours n'est pas très difficile en termes de dénivelé positif. En deuxième partie d'étape notamment c'est très plat. En première partie d'étape c'est un peu plus technique, mais il faudra faire attention. On sera le long de la mer. Qui dit le long de la mer, comme je dis toujours, pas mal d'aménagements urbains. Toujours faire attention, surtout du côté du Giro, on a tendance quand même souvent à mal indiquer les différents aménagements urbains. Et puis la concentration, parce que parfois on arrive 11e, 12e jour de course. Je dirais pas qu'il y a une lassitude qui s'installe, mais on a un petit peu de fatigue. Il y a des transferts, voilà. On commence à avoir une sorte de monotonie un petit peu dans le peloton de cette épreuve, et ce qui fait qu'on peut un petit peu se déconcentrer, et puis à un moment, un coup de frein devant vous, et bam, badaboum, c'est une clavicule en moins et d'abandon, donc ça c'est toujours un petit peu dommageable. Alors je pense que sur cette étape, ça sera quand même impossible d'éviter un sprint massif, même si, encore une fois, la première partie de journée pourrait rester dans les cuisses de certains sprinteurs qui sont obligés de se faire mal pour passer les 60 premiers kilomètres. J'ai pas grand chose d'autre à dire du côté du dénivelé positif, 1886 mètres. C'est la 12e étape dans ce classement. C'est l'étape considérée comme sprint, comme plate, la plus dure du classement du dénivelé positif, parce que je rappelle que l'étape fait 207 km, 204 km, je ne sais plus précisément, mais il y a ces 60 premiers kilomètres qui sont quand même un petit peu vallonnés. Ensuite, par contre, ça devient beaucoup plus calme, mais on regarde tout ça en observant, en étudiant le parcours. Cette étape numéro 11, on part de Foiano di Valfortore pour aller à Francavilla al Mare. Vous voyez une étape qui se décompose en deux parties, 70 premiers kilomètres plutôt vallonnés, avec plusieurs bosses au programme, même s'il n'y en a qu'une seule au classement de la montagne. Vous voyez qu'après les 63 km de course, ensuite on part sur une belle descente qui nous emmènera vers le bord de mer pour cette fin de journée. Du côté de la mer Adriatique, donc côté Slovénie, Croatie, pour ceux qui veulent se repérer sur une carte de l'Italie. Début de journée, on part au pied d'une bosse à San Bartolomeo in Galdo, 6 km 5 à 3,6 de moyenne. Alors ça n'a pas l'air d'être très impressionnant comme ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon profil il est un petit peu truqué. Pour tout vous dire, c'est que l'échelle fait qu'on a l'impression qu'on a le Mont Ventoux dans chacune des difficultés, mais les pourcentages ne sont pas si élevés que ça, donc je pense que les sprinteurs arriveront à passer, même si un petit échauffement en début de journée peut être intéressant, mais il faudra faire attention, l'étape fait quand même 208 km pour cette journée. On passera du côté de Pietracatela, 8 km 4 à 5,4 de moyenne, côte de 3e catégorie. Parce que là, vous avez l'impression que c'est un mur, c'est 8 km comme le mur de vie. En réalité,
Bon, bah, c'est du 7,6%, 6,6, c'est beaucoup moins pentu. Tout de suite, quand on regarde le graphique, mais encore une fois, voilà, il y a un peu de tromperie sur la marchandise avec mon graphique ProCycling-Stack, c'est-à-dire que avec une échelle plus ou moins foireuse, l'étape numéro 1, enfin une étape des 4 jours de Dunkerque peut paraître comme le Mont Ventoux, selon comment le graphique est fait. On passera au sprint intermédiaire à Cascalenda, donc je rappelle sprint intermédiaire. Des points pour le maillot cyclamen, des points également pour le classement des sprints volante. Et puis après Cascalenda, grosse descente pour nous amener vers Termoli, notamment au kilomètre 118. On arrivera à San Salvo Marina, au kilomètre 138, où là, on sera encore à 70 km de l'arrivée. On aura l'Intergiro. Je rappelle, Intergiro, des points pour le maillot cyclamen, des points, des secondes de bonification également, des points pour le classement de l'Intergiro, mais pas de points pour les Sprinta Volante. Et puis, on aura le sprint bonif à Fossa Cesia Marina au kilomètre 172,5. Ça sera encore à plus de 35 km de l'arrivée. Donc là, sprint bonification, des secondes de bonification pour le classement général. Pas de points pour le maillot cyclamen, pas de points également pour l'Intergiro. Par contre, des points pour le classement des sprints volante avant l'arrivée à Francavilla al Mare. Je vous montre un petit peu le final du côté de cette étape grâce au Garibaldi de la course. Mais vous voyez, on sera le long de la mer pendant toute la fin de journée. Et donc c'est très simple, on rentre dans la commune, hop là, demi-tour à 4 km de l'arrivée, il y aura une petite courbe à 5 km, redemi-tour, et on repasse dans l'autre sens avec un secteur un petit peu étroit, comme vous pouvez le voir ici, et ensuite 1 km quasiment en ligne droite, avec une belle largeur je crois, on a quand même 8 mètres de large, donc c'est vraiment un sprint atypique pour cette étape. Je voulais juste vous montrer voilà, la carte de cette journée avec bien entendu la météo. Donc première partie de course comme vous le voyez, on part des terres pour aller vers la mer et ensuite on est directos à la mer aux alentours de Termoli pour cette fin de journée. Donc là vous voyez on monte vers l'est comme si on allait à Strasbourg en France et ensuite on pivote le long de la mer et on remonte on remonte vers le nord pour cette étape. Donc au niveau du vent, au niveau de la météo, grand soleil, sauf vers 130 km de l'arrivée, on annonce un petit peu d'orage, avec un risque de pluie entre 40 et 50%. Température entre 16 degrés, donc dans les coins où on annonce un petit peu d'orage, 23-24 dans les zones les plus chaudes, donc il y aura pas mal de différences. Il faudra que les corps s'adaptent. Et puis on aura pas mal de vent. Dans une première partie d'étape, il viendra d'ouest, donc il sera plutôt de dos pour les coureurs. Puis ensuite, il viendra d'est, c'est-à-dire qu'il viendra de la mer. Donc vers là, il sera plutôt de face. Et ensuite, il sera de côté, légèrement 3/4 d'eau. Donc ça pourrait aider un petit peu à pousser les coureurs pour raccourcir un petit peu la durée de cette étape. 15 à 40 km/h en rafale, ça ce sont les indications de la chaîne météo, mais comme on est le long de la mer, on peut avoir des petites différences du côté des conditions, on peut avoir un vent un petit peu plus fort. Voilà. Du côté du vent, eh bien, on regarde tout de suite l'histoire du Giro. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans l'histoire du Giro de cette étape. Alors, Fogliano di Valfotore, on n'a que le premier passage du Giro cette année. Donc il n'y a pas d'autres étapes qui sont passées par cette commune. Du côté de l'arrivée, eh bien, vous avez Francavilla al Mare, quelques arrivées du Giro, mais qui ne sont pas vraiment récentes. Un passage du Baby Giro, c'était en 2017 au Giro Ciclisto d'Italia. Et sur cette étape numéro 7, c'est un certain Jane Lay qui s'était imposé devant Lucas Hamilton, les deux coureurs de Mitchelton Scott qui avaient devancé Pavel Sivakov. Il y avait également Marc Padoun dans le top 10 de cette étape, Nelson Poles, Robert Stannard, en ce moment des petits soucis au niveau dopage, Nicolas Conchi était également présent. Est-ce qu'il y avait des Français au départ? Je ne crois pas. Hein. Ah si, il y avait Tanguy Turgis qui était 81e, puis qui a arrêté sa carrière. Désormais, Tanguy Turgis.
causé problème cardiaque, et il y avait Tanguy Turgis. Voilà, il y avait un seul coureur français sur cette étape, Tanguy Turgis, qui est désormais directeur sportif. Il n'est même plus directeur sportif, bah non, parce qu'il était directeur sportif chez BNB Hotel, je suis con. Puis directeur sportif, et il semblerait qu'il n'ait pas retrouvé d'équipe professionnelle depuis, lui qui avait commencé comme stagiaire à la Cofidis, qui était passé dans l'équipe de développement de la BMC avant de faire une saison chez Vital Concept et d'être obligé de se retirer après quelques mois seulement en 2018, voilà, après 8 mois chez les professionnels à cause de problèmes cardiaques. Comme meilleur résultat chez les professionnels, une 8e place à la Hansam Classic du côté de la Belgique. Voilà. C'est un coureur, voilà, qui a une carrière extrêmement courte. Ça, c'est bien dommage. La Hansam Classic est devenue la Breden Corscheid Classic depuis. Il y a eu un petit changement de nom, course qui avait été inventée en 2011 pour les professionnels. Du côté donc des autres arrivées, eh bien, on a eu une arrivée en 2001 sur le Tour d'Italie pour l'étape numéro 1, remportée par Alice Rastelli. Ugo Colombo, vainqueur en 72 sur l'étape numéro 3 du Giro. Et puis Michele Dancelli, c'était en 1970 qui avait remporté également l'étape numéro 11. Et donc ça, c'était la première arrivée à l'époque sur le Giro. Si on regarde l'étape numéro... Ah, il y avait Corentin Hermenot aussi, je viens de voir, sur cette étape-là. Du côté des Français sur l'étape du Giro Cyclisto. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Oui, il y avait Tanguy Turgis et Corentin Hermenot. Mais du côté donc, de cette étape en 2001, remportée par Alice Rastelli, eh bien, il avait gagné au sprint devant Vladimir Douma et Gabriele Colombo, un sprint de seulement 17 coureurs avec certains qui en avaient profité, notamment Simoni qui avait pris du temps, Pantani, Mariano Piccoli, José Luis Arrieta, Rick Verbrugge qui avait pris le maillot rose la veille, donc qui conservait son maillot rose. Certains coureurs avaient perdu quasiment 2 minutes sur cette journée avec des coups de bordure, notamment un Thomas Voeckler qui avait perdu 7 minutes 38. À l'époque, il était au tout début de sa carrière, il avait fini avec Damien Dazon, notamment, et Fabrice Salançon. Pardon. Pourquoi je vous parle un petit peu de Fabrice Salançon notamment, c'est un coureur qui était décédé sur le Tour d'Allemagne en 2003. Elle avait fait un arrêt cardiaque. On n'avait jamais vraiment su si le dopage était responsable de cet arrêt cardiaque pour ce coureur, donc qui ne fera qu'un seul grand tour dans sa carrière, qui avait fini parmi les derniers de cette étape. Du côté du vainqueur de cette étape, Alice Rastelli, ça sera sa seule victoire sur une étape d'un Giro. Coureur qui aura une carrière assez courte également, commencé en 98 chez les professionnels, qui se terminera en 2004 chez Alesso Bianchi, donc c'est-à-dire à moins de 30 ans. À 29 ans, il arrêtera sa carrière. Sa dernière course, c'est même Paris-Tour. Peu de résultats dans sa dernière année, à part une 8e place sur le Tour de Danemark, qui était quand même moins réputé à l'époque, le Tour de Danemark. Et à part cette victoire sur le Giro d'Italie, il y a eu également une étape sur le Oscar Bicicletta et une étape sur le Rotaos Regio Tour International en 98. Donc pas des courses majeures, donc c'est la plus belle victoire de sa carrière cette année-là sur le Giro, donc en 2001, pour un coureur qui ensuite avait pas fait des gros résultats sur les autres sprints. Voilà, il avait fini assez loin, même ce Giro 85e, 6 participations à des grands tours, 4 Giro, 2 Vuelta, pour des résultats qui étaient assez modestes, il faut bien le dire, du côté de ce coureur, donc qui prendra sa retraite en 2004 après être passé à la Gerolsteiner ou la Liquigas Pata, qui n'était pas du tout la Liquigas qui aujourd'hui est la EF et la Cannondale, c'était une autre structure. Du côté du cycliste du jour, on va parler peut-être, comme je vous le disais en introduction hier un petit peu,
de la plus grosse chaudière, je pense, de l'histoire du cyclisme, d'un des coureurs les plus dopés de l'histoire et qui s'est fait choper. On va parler de Danilo Di Luca, professionnel de 98 à 2013, mais avec quelques périodes d'interruption. C'est le seul coureur, me semble-t-il, qui est suspendu à vie. C'est, je crois, peut-être même le seul sportif suspendu à vie pour dopage. Danilo Di Luca, qui a réussi donc à avoir 2 suspensions, mais qui a été impliqué dans plein de petites affaires, enfin dans plein d'autres affaires, Danilo Di Luca. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a été suspendu à vie après 2 suspensions pour dopage, 2 fois avec le même produit, qui était de l'EPO, même si, alors j'ai pas réussi à savoir pour la deuxième fois, bon j'ai pas recherché pendant 1 heure non plus, mais la première fois c'était ce qu'on appelait du Sera. Donc c'était le fameux EPO de 2e ou 3e génération, c'était l'évolution de l'EPO. Beaucoup de coureurs s'étaient fait choper 2007, 2008, 2009 avec ce produit-là. Et c'est à cette période-là qu'il se fait prendre, parce que je crois qu'il se fait prendre en 2008, Danilo Di Luca. 3e des championnats du monde espoir en 98, derrière Nocentini, Ivan Basso, on en avait parlé, quand on a parlé de Rinaldo Nocentini. Vainqueur également la même année du Baby Giro, et puis très vite, performant chez les jeunes, dès ses premières années chez les professionnels, avec des victoires d'étape notamment sur le Giro, sur le Tour de Lombardie également en 2001. À ce moment-là, c'est pas du tout un coureur de grand tour. Ce qu'il faut comprendre, Danilo Di Luca, c'est qu'à l'époque, on le considère presque comme un coureur puncher qui se concentre notamment pas mal sur les classiques ardennaises. C'est la version plus jeune de Davide Rebellin, ce qu'il faut comprendre à l'époque. On n'est pas du tout, à ce moment-là, dans sa tête, Danilo Di Luca, il n'est pas du tout dans l'idée d'aller chercher des résultats sur les grands tours, à part des victoires d'étape. Et puis, quand il arrive chez les Quigas en 2005, il va avoir d'énormes résultats. Notamment, il remporte le classement du Pro Tour en 2005, donc qui était l'ancêtre du World Tour. Il y avait un classement pour les coureurs. Et puis, il va gagner le Giro 2007. 4e aussi en 2005. Donc, c'est sur ces 3 années-là où il va avoir énormément de résultats, Danilo Di Luca, dans ce passage à la Cannondale. Il était outsider en 2007 du Tour d'Italie. Et puis, il va faire déjà un énorme début d'année, notamment en remportant Liège-Bastogne-Liège. Il faut savoir qu'il a gagné les 3 classiques ardennaises, l'Amstel, la Flèche Wallonne en 2005, Liège-Bastogne-Liège en 2007. Et il va remporter cette épreuve devant Andy Schleck et Eddie Mazzoleni. Et puis, dans la même année, c'est là où les affaires commencent à revenir. Alors, il faut savoir qu'il avait déjà été inquiété à ce moment-là dans l'affaire du Blitz de San Remo. Il faisait partie des coureurs qui on avait trouvé des produits, mais il n'était pas passé devant le tribunal. Il faut savoir que le Blitz de San Remo, c'est un petit peu comme la foire Puerto. Il y en a beaucoup qui ont eu des produits qui leur ont été retirés, mais peu ont fini au tribunal et avec des suspensions. Et puis il est impliqué également dans l'affaire Oil for Drugs, qui est une affaire de 2004 où des coureurs, par exemple, ne peuvent pas participer au Giro ou au Tour de France après qu'on ait découvert qu'il travaillait avec un médecin, Carlo Santuccione, qui était considéré un petit peu comme le docteur Ferrari. Ça faisait partie des coureurs qu'on considérait des médecins qu'on considérait comme fournissant du produit dopant à une grande partie du peloton. Et puis en 2007, donc il se fait choper pour dopage. En 2009, il se fait choper pour dopage. Il se fait contrôler à 2 reprises en 2009 sur le même Giro. Et puis il va avoir également une suspension à vie à partir de 2013, où il va se refaire choper au moment du Giro. Donc ça a été la fin de carrière pour Di Luca. On ne peut pas dire qu'il manque véritablement au peloton en étant gentil. Ça fait plutôt partie des coureurs qu'on a rayé de la carte, et je trouve que c'est une mauvaise idée de rayer de la carte
les coureurs dopés de dire qu'il ne faut plus en parler, parce que déjà, comme je le dis, ça fait partie de l'histoire du cyclisme, mais deuxièmement, pour moi, je pense que pour que les jeunes ne se fassent peut-être pas avoir, il faut qu'ils connaissent les histoires sur le dopage, parce que je pense qu'avec de la méconnaissance, certains coureurs se feront encore avoir. Puis comme je dis toujours avec le dopage, vous avez toujours des mecs qui trichent au bac alors qu'ils connaissent les risques. Il y aura toujours des mecs qui tricheront pour gagner dans le sport. Ça fait partie presque de l'être humain, la triche. Toujours des gens qui veulent tricher. Bon, la stratégie de cette étape, très simple, échapper, 2-3 coureurs grand maximum. Je pense, je vois pas un groupe de 8 ou 9 partir. Et puis après, grosse bagarre entre les sprinters. Je pense même que l'échappée va être reprise assez tôt. Du côté de mes favoris, j'ai mis Jonathan Milan, Merlier, Bauhaus. Je pense que ce sont les 3 plus forts du côté du sprint depuis qu'Olafkoy a abandonné. Puis en grosse cote, je mets Ballerini, il avait été bon à Naples. Notamment, il a été bon également sur l'étape des capots mêlés, donc les étapes le long de la mer, ça lui réussit bien, donc c'est pour ça que je le mets en grosse cote. Du côté du programme télé, 11h45 pour Eurosport 1, n'oubliez pas les 4 jours de Dunkerque sur Eurosport 2, alors c'est un peu plus tard désormais, c'est 16h les 4 jours de Dunkerque. Les arrivées sont légèrement décalées entre les deux épreuves. Départ fictif à 12h05, Casa Calanda, le sprint intermédiaire à 132 km de l'arrivée entre 14h04 et 14h17. San Salvo Marina, qui sera le lieu de l'Inter Giro à 69 km de l'arrivée entre 15h27 et 15h48. Du côté de Foggia Cesia Marina, 34,5 km de l'arrivée entre 16h11 et 16h36 pour une arrivée prévue entre 16h57 et 17h26. Et bien entendu, nous, on se retrouvera après cette arrivée pour faire le débrief de cette étape à 21h et puis short TikTok juste après l'arrivée ou pas loin après l'arrivée. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis moi, je vais aller me coucher. Non, je vais encore monter la vidéo ou l'uploader. Mais nous, on se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette journée. Et puis, ce soir pour faire le débrief de cette journée, je vais y arriver. Et demain pour faire la présentation de l'étape numéro 12. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.